bonjour Karen Serre. Donc, écoutez, je suis heureuse de vous accueillir pour cette toute première interview pour femmes et entrepreneurs. Donc, je vous laisse tout d'abord vous présenter. Bonjour, ravie d'être ici. Agricultrice dans le Lot, à Midi-Pyrénées, sur une exploitation de moutons au vin viande. Et une petite note d'humour. Tout en étant ravie d'être la première personne pour la première exemple d'entreprise, quoi de plus naturel que de commencer par l'agriculture? Parce que tous les entrepreneurs, quel que soit leur sexe, mangent. Et donc, l'agriculture et les exploitantes et les exploitants agricoles sont bien sûr au cœur de ce qui nous fait tous vivre. Tout à fait. Alors, je crois savoir qu'en plus d'être agricultrice, vous avez une famille nombreuse, peut-on dire, hein? Alors, chacun sa définition de famille nombreuse. L'autre jour, j'étais en compagnie d'une personne qui est issue d'une famille de 10. J'ai 5 enfants et c'est marrant parce que au sein de la commission agricultrice que je préside au niveau national, quand nous nous présentons, nous évitons justement de faire trop référence à la famille, aux enfants, parce que justement, nous essayons de dire qu'on soit homme ou femme, on a la chance d'avoir la famille, mais notre engagement professionnel doit être détaché de toute notion. On est avant tout des entrepreneurs de sexe féminin, des exploitantes, des femmes debout qui menant une entreprise et qui ont aussi une famille ou qui n'en ont pas d'ailleurs. J'aime bien cette approche, à vrai dire, parce que souvent on donne l'impression que les enfants sont un handicap pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, et la preuve que non, et que vous, avec 5 enfants, vous arrivez à être agricultrice et aussi donc avoir des fonctions syndicales. Donc, vous pouvez nous indiquer Oui, alors je suis très engagée syndicalement puisque je suis au bureau de la FNSEA et je représente la commission des agricultrices qui existe depuis plus de 50 ans puisque le syndicalisme agricole majoritaire, la FNSEA, en avait à cœur que les agricultrices aient un statut. Donc c'est d'abord cette fonction-là, ensuite je participe aux réunions du COPA-COGECA, ça c'est au niveau européen. J'ai aussi beaucoup participé au sein d'organisations internationales pour représenter le rôle des agricultrices et des femmes rurales, parce que dans certains pays, on en est au stade de ne même pas mettre un nom derrière et de parler de femmes rurales, parce que un des problèmes, c'est la non-reconnaissance du travail des femmes. Et puis, je préside aussi TRAM, qui est une organisation en tête de réseau sur le développement rural, qui n'est pas uniquement féminin d'ailleurs, puisque le développement est forcément mixte, mais les femmes ont un rôle important. Je préside aussi au niveau de la Commission européenne le comité consultatif femmes et développement rural, mais je vais arrêter là. Ah oui, parce que là, vous m'impressionnez carrément. Donc, alors, aujourd'hui, il y a à peu près 37% d'agricultrices et aux alentours de 25% d'exploitantes, donc c'est-à-dire d'entrepreneurs agricoles ou élevage, ou donc d'une manière générale. Est-ce que vous considérez qu'il y a des spécificités pour les femmes dans le monde agricole, que c'est plus difficile que pour les hommes? Est-ce qu'il y a toujours, des blocages? Ça, c'est la question. Combien d'heures pour répondre? Alors, disons plusieurs éléments. L'agriculture, c'est travailler avec le vivant. C'est travailler avec la nature, mais c'est aussi une industrie lourde dans le sens que souvent, il y a beaucoup de patrimoine et donc beaucoup d'investissements en capital. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, les exploitations sont liées avec un bien familial. Et donc, il faut beaucoup de capital ou hériter d'une ferme. Donc, les régimes matrimoniaux qui, en France, depuis l'époque napoléonienne, sont plutôt discriminatoires. Toute la logique patrimoniale qui favorise plutôt l'homme exploitant, propriétaire terrien et l'épouse qui vient s'installer, tout cela a créé traditionnellement, depuis la nuit des temps, une sorte de décalage. Cela dit, le travail en lui-même, le gavage des canards,
l'élevage des porcs, le travail minutieux ou la transformation de fromage, le vin direct de produits agricoles, une femme peut aussi bien qu'un homme. Évidemment, quand il faut manipuler du gros bétail, et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du monde agricole, mais qui vont au salon de l'agriculture, un taureau d'une certaine taille, même pour un homme, il faut savoir le faire. Donc, évidemment, il y a une différence physique, mais quel que soit le type d'élevage, et en céréales aussi, les agricultrices peuvent faire aussi bien, voire mieux que les agriculteurs. Par contre, il y a souvent une problématique d'accès au patrimoine, de propriété ou d'accès au financement. Et là, ça rejoint tout combat d'entrepreneurs, que ce soit en agriculture ou ailleurs. C'est le regard du banquier, c'est la capacité d'argumenter et de défendre son projet pour ensuite oser avoir un projet de taille suffisante, oser aller de l'avant. Toujours ce problème de confiance en soi et de confiance en soi. Mais je dirais, dans le monde agricole, le fait d'être agricultrice, ça a toujours existé. C'est plus d'arriver à avoir un statut, d'avoir la reconnaissance d'être entrepreneur, où ça change. Mais les agricultrices, il y en a toujours eu. Je dirais même, il y avait sûrement des agricultrices avant qu'il y ait des agriculteurs. Possible. Parce que à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, la cueillette, ou même les premières à rester autour des grottes et à semer, c'était sûrement des femmes pendant que les hommes allaient chasser. On l'a prouvé pendant les guerres mondiales. C'est les femmes qui se sont occupées des exploitations, donc je crois qu'elles sont des usines aussi. Et des usines aussi. Hein, donc oui. Alors, au niveau de la FNSEA, quelles actions J'imagine qu'il va vous falloir beaucoup de temps encore. Bon, on fera des coupes là parce qu'on n'aura pas le choix. Alors, au niveau de la FNSEA, premièrement, c'était le statut, la visibilité même du fait que l'agricultrice est un métier. C'est pas être l'épouse d'un agriculteur. Être agricultrice, c'est avoir un statut, une reconnaissance, parler d'égal à égal avec un agriculteur. Également les mêmes droits, mais un de nos premiers combats est évidemment aussi à côté de nos homologues masculins pour le prix de vente de nos produits. Parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs ni d'agricultrices, il n'y a pas de revenus, et ça passe par le prix de vente des produits. Donc c'est la dignité humaine, c'est la reconnaissance du travail qui passe à travers le prix de vente des produits agricoles. Et à la commission agricultrice, on a notamment des liens avec UFC Que Choisir, et CLCV aussi bien sûr, pour combattre la façon dont est fixé les prix et pour aller plus de l'avant, et puis au-delà de ça, il y a les stéréotypes. Qu'est-ce qu'une agricultrice et là, je joue un peu là-dessus, mais je pense que c'est fondamental pour donner envie aux jeunes aussi de prendre ce métier-là. C'est fondamental de dire que quand on est agricultrice, on n'est pas en on n'abandonne pas sa féminité pour autant. Et on n'est pas un débardeur 24 heures sur 24. On n'est pas forcément en basket non plus. On n'est pas derrière les vaches tout le temps non plus. On peut aller au théâtre ou à l'opéra si on en a envie. Et ce n'est pas écrit sur le front « je sors de la bergerie » ou d'ailleurs. Donc ça, c'est très très important. Être agricultrice aujourd'hui en 2011, c'est être exploitante d'une entreprise, c'est créer du plus-value, c'est contribuer aux richesses de ce pays, mais aussi aux valeurs patrimoniales. Avec l'UNESCO, tout le côté gustatif, ça a été reconnu. Les produits français. Les produits français. Donc, être agricultrice, j'insiste, ça veut dire qu'on peut être non seulement féminine, mais être d'égal à égal avec n'importe quelle autre femme dans la société. Alors, tout secteur d'activité confondu, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, faire progresser l'entrepreneuriat des femmes? Alors, le regard que celles qui veulent entreprendre portent sur elles-mêmes. C'est-à-dire être capable d'oser être fière de soi-même et être capable de se dire qu'on peut.
C'est-à-dire, et aussi abandonner tout, c'est peut-être hérité de l'éducation, toute cette fausse modestie ou toutes ces freins, ces craintes, peut-être enfant, parce qu'on était fille, on pensait que papa était plus content si on souriait d'une certaine façon, mais d'arrêter un peu tout ça et de dire que parce qu'on est femme, on est capable de faire 2-3 choses à la fois. Parce qu'on est femme, on est encore plus puissant que les hommes, on le sait, mais sortir un peu de toute cette, de tous ces carcans qui nous brident et oser aller de l'avant, être fier de soi. Bah, écoutez, je crois que c'est une bonne conclusion. Donc, merci beaucoup, Karen. Et puis, voilà, comme vous dites, il faut y aller et prendre confiance en soi. Et je crois que il y a des structures, il y a des acteurs pour aider. Donc, vous en êtes la preuve. Merci. Eh bien, je voulais juste rajouter un mot sur la formation, si je peux. Allez-y. Parce que la formation, c'est pas juste quelque chose qu'on fait pour être plus compétent. C'est quelque chose qu'on fait pour être bien dans sa peau. La formation, c'est quelque chose où on s'enrichit avec les autres. Et la formation, c'est aussi un moment de plaisir. Et tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup de fierté, mais aussi, je voudrais terminer aussi en tant que femme, oser se faire plaisir, oser accepter le plaisir, l'assumer et être un peu plus égoïste peut-être. Donc ce côté plaisir qui passe aussi par la formation. Très bien, écoutez, mais non, je couperai sûrement pas ce que vous venez de dire parce que c'est essentiel. Si on ne se fait pas plaisir, ça marche pas. Donc ça, c'est un élément essentiel pour moi. Voilà. Donc cette fois, c'est vraiment le mot de la fin. Merci.